Pour en avoir le cœur net, la NASA a lancé une mission vers Saturne et son satellite. La navette spatiale Cassini a quitté la Terre en 1997 et atteint Titan en janvier 2005. Une sonde a traversé l'atmosphère à 6,5 km par seconde, rencontrant un brouillard fait d'azote, de méthane et d'autres composants chimiques à base de carbone. Titan représente seulement la moitié de la Terre en taille, mais son atmosphère est 4 fois plus dense. Quant à sa température, elle est plutôt fraîche, moins 143 degrés. Après un atterrissage réussi, la sonde a pu renvoyer des informations par radio. Elles ont parcouru plus d'1 milliard de kilomètres pour parvenir à la Terre. Selon les chercheurs, Titan présente de nombreux éléments chimiques organiques qui étaient courants lorsque la vie est apparue sur Terre. Peut-être y trouve-t-on aussi des microbes. Mais il existe un milieu encore plus hostile que le développement de la vie. Europa, l'un des satellites de Jupiter. À première vue, c'est un paysage de mort, gelé. Sa surface est entièrement recouverte d'une couche de glace. Mais à y regarder de plus près, on fait une découverte étonnante. Des photos prises par la sonde Galileo révèlent une sorte de quadrillage à la surface de cet univers de glace. Dans le système solaire, on ne retrouve cette caractéristique qu'en un seul endroit. Sur Terre, dans les mers gelées de l'Arctique, là où la glace flotte sur l'eau, constamment en mouvement. Ceci a conduit les scientifiques à penser qu'il pourrait y avoir un immense océan liquide sous la surface gelée d'Europa. Dans ce cas, pourquoi cet océan n'est-il pas complètement gelé? Son état liquide est peut-être dû aux forces colossales qui règnent sur le satellite. Europa subit les forces gravitationnelles de Jupiter et des autres satellites de la planète. Ces forces, comparables aux marées, réchauffent le noyau d'Europa, suffisamment pour que l'océan qui l'enveloppe reste à l'état liquide. La NASA espère approfondir son exploration des mystères du satellite. On pense notamment envoyer un orbiteur pour explorer sa surface. Il confirmerait la présence ou non d'un océan sous la glace. L'orbiteur pourrait localiser un endroit où la couche de glace est relativement mince et envoyer une sonde robotisée à travers la glace, à la recherche de traces de vie sous l'eau. Ce robot aquatique retransmettrait alors des images numériques tout en parcourant l'océan. Il se peut qu'il rencontre au fond de l'océan des points chauds ou cheminées hydrothermales. Ces fissures dans le sol font jaillir une eau chaude riche en éléments nutritifs. Sur Terre, ces cheminées abritent les formes de vie les plus élémentaires. Le robot aquatique pourrait donc trouver sur Europa un fond océanique aussi fertile que le nôtre. Les extraterrestres ne sont peut-être plus si loin. Dans notre système solaire, c'est Mars qui réunit les conditions les plus favorables à une vie passée ou présente. Au cours des dernières années, on a expédié une armada de navettes spatiales sur la planète rouge. La mission Mars Rover de la NASA a relevé des traces d'activité volcanique, détecté les effets du vent. Mais elle a aussi découvert à partir des veines de certaines roches que Mars avait eu à une époque lointaine un sous-sol constitué d'eau sous forme liquide. Sur Terre, on le sait, là où il y a de l'eau, il y a de la vie. De nombreux scientifiques pensent donc que Mars a pu abriter une forme de vie à un moment donné. Au fil des preuves collectées sur notre planète et dans tout le système solaire, les chercheurs en ont conclu qu'il existe bien une vie ailleurs dans notre univers. Mais à quoi ces extraterrestres peuvent-ils bien ressembler ? Pour
Pour montrer des êtres venus de l'espace, on s'est longtemps contenté à Hollywood de créer des costumes pour des acteurs. Mais les effets spéciaux sont de plus en plus sophistiqués et les concepteurs ne se limitent plus à l'apparence humaine. Ils peuvent donner libre cours à leur imagination. À Modesto, en Californie, Joel Hagen est l'un de ses créateurs. Il a travaillé pour la NASA en tant que spécialiste de l'image. C'est un peu facile de penser que l'apparence humaine, c'est-à-dire la nôtre, est la forme idéale pour être intelligent. Je crois que ça fait partie de la vision généralement anthropocentrique que nous avons des choses. Dès que nous essayons d'imaginer à quoi pourrait ressembler une créature intelligente, en général, le résultat ressemble un peu à nous-mêmes, avec des mains, des yeux, des oreilles, une tête, la faculté de marcher. Pour celui-là, on partait de l'idée d'une planète à faible gravité. Je lui ai donné de longues jambes, maigres comme des allumettes. J'envisageais un environnement de type jungle. C'est pourquoi il a cet appendice bizarre qui fait penser à des ciseaux. Ça lui permet de s'accroupir complètement, de lutter contre le vent, d'agiter ses ciseaux très haut pour attraper les objets qui l'entourent. Retour sur la Terre. Beaucoup estiment qu'il est inutile de partir à la découverte d'autres planètes pour chercher les traces d'une intelligence extraterrestre. Un sondage a montré que plus de 50% des Américains pensent que notre planète a déjà été visitée par des êtres venus d'ailleurs. Est-il possible qu'ils aient raison? À Wiltshire, au sud de l'Angleterre, on a constaté un été d'étranges phénomènes dans les champs de blé. Le phénomène des crop circles ou cercles dans les cultures était né. On a pensé que ces motifs sophistiqués servaient de piste d'atterrissage à des vaisseaux venus de l'espace. Certains ont suggéré qu'il pourrait s'agir de messages laissés par des extraterrestres ou des restes de systèmes de navigation qu'ils auraient utilisés. D'autres encore ont imaginé qu'ils étaient peut-être le fruit de vents particulièrement violents. Pour donner une certaine crédibilité à cette idée, on l'a appelée la théorie du vortex de plasma. Selon John Lundberg, l'explication est tout autre. Pour lui, ces cercles concentriques sont un canular. Comment le sait-il? Parce qu'il est lui-même l'un des champions dans ce domaine. On lui doit, à lui et à son équipe, certains des motifs les plus élaborés. Nous voulions réaliser des cercles d'une taille et d'une complexité telle que les gens auraient du mal à croire qu'ils étaient l'œuvre de l'homme. Allez, pour nous prouver une bonne fois pour toutes qu'il est l'auteur de ces drôles de formes, John Lundberg a bien voulu réaliser l'un de ces cercles sous nos yeux. Il faut compter environ 90 minutes. On commence par délimiter la circonférence du cercle. John utilise un ruban de 90 mètres pour circonscrire le motif qu'il a créé auparavant sur ordinateur. L'arme secrète du faiseur de cercle? Un écraseur, c'est-à-dire une planche de bois d'1,20 m utilisée pour aplatir les cultures. Pas de petit homme vert à l'horizon. John Lundberg a beau opérer au grand jour et dévoiler les secrets de ces fameux crop circles, on trouve encore quelques personnes persuadées que ces motifs sont d'origine extraterrestre. Nous avons créé ce motif en plein jour. Les chercheurs diraient sans doute que les conditions de l'essai ne sont pas convaincantes, parce que la lumière du jour rend beaucoup plus facile la réalisation du cercle. Ils estiment que ce n'est pas un cercle authentique. Les cercles dans les champs de blé ne sont pas les seuls signes à faire l'objet de folles spéculations. Ici, dans le désert péruvien, à 400 km au sud de Lima, on trouve une plaine de plus de 500 km². Elle présente une série de droites parfaitement rectilignes. Un motif géométrique géant, si bien qu'on ne peut réellement l'apprécier que depuis le ciel. La plus longue de ces lignes traverse la plaine sur près de 15 km. Tout autour, on trouve de curieux symboles et des représentations d'animaux. Selon les archéologues, ces motifs remontent au IIe siècle avant Jésus-Christ. Ils sont très difficiles à visualiser depuis le sol. Il a fallu attendre les années 30 pour qu'un vol d'avion entrepris pour chercher de l'eau permette de les découvrir par hasard. Comment sont-ils arrivés là? Quelle est leur fonction? L'écrivain suisse Eric van Daniken a fait fortune en suggérant qu'il s'agissait d'une piste d'atterrissage géante pour navette spatiale. Cette théorie présente une faille. Le sol du désert est constitué de terre friable et de pierrailles, donc peu adapté à l'atterrissage d'un vaisseau lourd ou d'une soucoupe volante. Si nous ne sommes pas en présence d'un